Salut à tous, très content aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors cette vidéo va te faire du bien au moral, on va essayer de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe, hein. On va essayer de voir un petit peu pourquoi on a cette correction là, parce qu'en fait on a plutôt assez peu de ventes, d'accord, mais on a beaucoup de volatilité. On va aller voir les métriques, ce qui se passe du côté des ETF. Alors si tu as acheté ici le sommet sur Bitcoin, peut-être que tu es un petit peu mal à l'aise avec cette correction, encore plus si tu es positionné sur des altcoins, chose que je te déconseille, hein, sur ma chaîne depuis très longtemps. Mais ici, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Donc déjà, toujours à l'approche de la moyenne mobile 200, c'est toujours des points d'inflexion, hein. Donc sur des tendances haussières, on a tendance à conserver ces niveaux-là, d'autant plus qu'en général, ça se fait dans des zones de survente. Tu vois, ici, on était en zone de survente. Ici, on était en zone de survente. Ici, on était en zone de survente. Donc, dans des cas où on avait une macroéconomie et une géopolitique plutôt favorable, je t'aurais plutôt conseillé d'entrer en fait sur ces points-là. Même aujourd'hui, je te dirais que c'est pas forcément une mauvaise décision dans le sens où si tu es plutôt un holder long terme, bah, il vaut mieux acheter un marché en fait qui a corrigé de moins 30%, d'accord? Parce qu'on est vraiment sur du moins 30%, plutôt que de l'acheter là-haut, hein. Et c'était le même cas dans quasiment tous les replis, hein. Si tu l'achètes dans ces zones-là, autour de ces niveaux-là, je t'en voudrais beaucoup moins que de l'avoir acheté par exemple dans des zones de surachat. Ici, tu vois, ça reste toujours des bons points d'entrée. Et sur le temps long, les replis comme cela sont toujours des points d'entrée qui sont quand même nettement intéressants, d'accord? Maintenant, est-ce que cette correction est terminée? Je n'en suis pas certain, ok? On a des choses qui sont intéressantes, hein. Encore une fois, quand on revient chercher des zones de survente comme ça, on a souvent des points d'inflexion et des rebonds assez forts derrière. C'est toujours ce que j'ai en tête, hein. J'avais vraiment en tête ce scénario-là de pouvoir revenir chercher ce support pour se faire rejeter derrière. C'est vraiment quelque chose que je garde en tête. Je trouve qu'on l'a fait un peu rapidement. Donc c'est vraiment dans ma tête en fait le fait de pouvoir revenir quand même chercher ce niveau-là une dernière fois. Pourquoi? Parce qu'en fait sur les indices on l'a pas eu. Ici ça a été une news, c'était des tweets de Trump. Et on va basculer après sur les indices pour que je te montre un petit peu ce que j'ai en tête, d'accord? Mais j'en ai déjà parlé vendredi. Donc sur du très long terme, ici, je t'aurais plutôt conseillé, enfin, je t'aurais plutôt dit qu'ils étaient plutôt des points d'entrée et non pas des points de sortie. C'est beaucoup trop tard pour vendre ici son Bitcoin sur ces niveaux-là, d'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des métriques. Ici, tu vois, c'est la courbe des ETF. En gros, depuis l'entrée de Bitcoin sur les ETF, on voit la vente de Grayscale ici. Alors eux, ils avaient backé plus ou moins du BTC, ils avaient du GBTC, ils proposaient ça à leurs clients, etc. À l'ouverture des ETF, eux ont exercé une pression vendeuse nettement compensée en fait par tous les inflows. Si tu regardes les courbes qui sont croissantes ici, bah, en fait, personne n'a vendu son BTC. Bah, vraiment, c'est anecdotique, hein. Si tu regardes tout ce qui est rentré dans Bitcoin, bah en fait, ce qui est sorti, c'est vraiment ridicule. Et pourtant, on a eu beaucoup de volatilité. Alors là, tu dois te dire, mais pourquoi le prix baisse alors on a finalement pas eu beaucoup de ventes? Ben, c'est tout le problème en fait des carnets qui sont plutôt légers. C'est un carnet qui est plutôt léger. Le S&P 500 par exemple, c'est des carnets qui sont lourds. Mais sur les carnets légers, on a beaucoup de volatilité parce qu'en fait, Bitcoin, déjà c'est pas vraiment une monnaie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il se comporte plutôt comme une valeur refuge, c'est-à-dire que Bitcoin, vu qu'il est peu liquide et qu'il est limité en nombre, ben, automatiquement sur les échangeurs, on a pas peu de volume, mais tu vois, peu de liquidité. Et donc du coup, il suffit de peu de ventes pour venir déclencher des liquidations et des mouvements qui sont impulsifs. Et ça, c'est pas forcément fait avec énormément de volume vendeur. Et ça, faut vraiment le comprendre. Donc, Bitcoin est volatile dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est haussier, ça part très fort. Quand c'est baissier, ça peut être extrêmement volatile. Mais si tu regardes vraiment ce qui se passe d'un point de vue spéculatif et investissement, les clients des institutions ici n'ont pas vendu leur BTC. Donc en fait, combien même tu rentrais aujourd'hui sur les niveaux qui sont proches des 80 000 dollars, bah, ça reste sur le très long terme, je pense que ça restera toujours des niveaux d'entrée qui seront très intéressants. Alors bien sûr, ici on a une macro qui est défavorable et je pense qu'on peut casser la moyenne mobile et descendre dans quelque chose de beaucoup plus profond, d'accord? Ça c'est quelque chose qu'on va voir après avec les indices. Mais sur le temps long, on n'a pas de vente massive. Est-ce que tu as plus de chances de voir en fait dans les prochaines années? Bah en fait, c'est une accumulation sur les ETF et c'est ces courbes-là qui continuent en fait à grimper. Un jour, on aura peut-être plus 70% du côté de BlackRock et puis ici sur Grayscale, on aura peut-être 9 ou 8 ou 7%. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir assez rapidement, d'accord? Alors, il faut que tu gardes ça en tête. Si tu as du BTC que tu l'as pas vendu, bah, tu peux être tranquille, tu peux laisser ça sur ta ledger. Je ne crois pas que tu prennes des risques, hein. Honnêtement, je préfère te le dire. Les altcoins, moi, je te déconseille ça sur ma chaîne depuis très longtemps pour pas t'exposer à ce genre d'actifs qui sont extrêmement dangereux, d'accord? Mais sur Bitcoin, je crois que non seulement on est sur des points d'entrée qui sont très intéressants sur du temps long, d'accord? Mais surtout, on voit que les spéculateurs ici, les investisseurs, ne vendent pas leur Bitcoin ici, d'accord? Je pense qu'on pourrait vraiment trouver un gros top plus tard avec une impression monétaire extrêmement favorable, un nouveau cycle haussier extrêmement favorable.
Je pense que Trump ici provoque une crise économique et qu'il le fait volontairement pour relancer la machine économique en abaissant les taux d'intérêt. C'est vraiment c'est la seule raison à laquelle il pourrait proposer une guerre économique et tarifaire. Et je pense qu'on est vraiment dedans. Donc même si on a une récession et que tu entends ce mot-là et que tu n'as pas vendu ton BTC, garde-le au chaud. Parce que si on a une nouvelle impression monétaire derrière, tu peux être à peu près sûr que sur Bitcoin, on viendra chercher des niveaux qui seront nettement plus hauts, d'accord? Donc pour l'instant, vraiment, d'un point de vue spéculatif ici, maintenant, on va vraiment surveiller ce qui se passe sur ces niveaux-là et attendre une réaction, d'accord? Cette dynamique est toujours baissière, hein. Si tu regardes vraiment, on fait des sommets qui sont descendants. On le fait avec de moins en moins de volatilité, d'accord? Donc c'est ça qui m'interroge ici, surtout qu'on commence à observer des divergences haussières. Et là, on va basculer un petit peu sur nos indices. Donc ça, si vous étiez là vendredi sur le live, je l'ai évoqué, un scénario là, c'est exactement la même chose pour les S&P 500, etc. Tous ces indices-là, en fait, sont pas vraiment encore dans des tendances et des dynamiques qui sont baissières. Alors, je nuance, je pense qu'on amorce quelque chose de baissier sur du moyen terme, au moins jusqu'à ce qu'on ait une baisse des taux et une relance économique. Je pense qu'on a vraiment cassé des niveaux qui sont extrêmement importants, mais je pense qu'on peut revenir les chercher avant de descendre beaucoup plus bas, d'accord? C'est-à-dire que, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en général, quand on casse ces niveaux-là, on a toujours un retest derrière, d'accord? Avant de descendre beaucoup plus bas. Et ici, on est venu chercher des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue spéculatif, des zones de survente extrêmement fortes. En général, plus on descend avec de la volatilité, et plus on peut avoir un rebond assez fort derrière. Donc moi, le scénario que j'ai en tête, et donc du coup, pourquoi je te parle du S&P 500, c'est parce que ça se calque, c'est-à-dire que le rebond que tu peux avoir ici sur le S&P 500, tu peux le retrouver ici sur Bitcoin. Moi, je pense vraiment qu'en fait, c'est la target que j'ai en tête, c'est vraiment un retour sur ces niveaux-là, ok, assez rapidement, en fait, vraiment quelque chose d'assez haussier pour revenir chercher le support et éventuellement ici derrière se faire rejeter. Et à ce moment-là, je pourrais te dire qu'on va amorcer quelque chose d'un petit peu plus baissier et d'un peu plus durable. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai en tête, hein. On verra si l'avenir me donne raison. De toute façon, on a deux scénarios, hein. Soit on maintient la dynamique intacte et le but ici, c'est de revenir chercher sommet, c'est complètement possible, hein. Guerre en Ukraine qui se termine, etc., bien que j'y crois pas trop. Et auquel cas, on avait vraiment un bottom local avant de trouver un nouveau top. Soit on a plutôt une récession aux États-Unis, scénario plutôt pour lequel je pense, j'ai tendance à penser que on est dans ce scénario-là, et auquel cas, donc c'est celui qui a le plus de statistiques et de probabilités de se réaliser, je pense à mon sens, et je ferai une vidéo cette semaine sur ça, pour vous montrer les courbes du chômage et vous les expliquer. Mais moi je m'attends vraiment à un rebond, et puis à un rejet derrière pour venir justement chercher beaucoup plus bas, histoire de venir trouver un vrai bottom, un bottom vraiment définitif ici sur ce cycle, pour vraiment avoir une nouvelle impression monétaire et une nouvelle remontada, et c'est exactement le même scénario, hein. Ici on a des points d'inflexion ici sur le Nasdaq, je m'attends vraiment à un rebond pour qu'on revienne chercher ces niveaux-là. Et en fait, ce serait exactement la même chose sur Bitcoin du coup. Ça reviendrait à venir, tu vois, tous les indices sont corrélés, c'est pour ça que, puis Nasdaq je connais bien, je le traite. D'ailleurs, on voit, hein, en weekly, on a plutôt quelque chose qui tend au rebond ici. Donc vraiment, c'est le rebond au niveau de la neckline, autour des 90 000 $, avant de vraiment se faire rejeter et éventuellement soit passer dessous, soit se lancer dans un range. Enfin, ça, on verra bien plus tard. Peut-être, pourquoi pas en weekly revenir chercher des zones long terme, d'accord? Donc pour l'instant, j'ai ça en tête. Donc sur du court terme, j'envisage plutôt un rebond, d'accord? C'est vraiment ce que je vois sur tous mes indices, etc. Je précise qu'on dépend quand même beaucoup de la macroéconomie, donc il faut garder ça en tête, hein. Et je ne serais pas étonné en fait qu'à l'approche de ces niveaux-là, on n'ait pas un Powell qui nous dit l'économie américaine se porte un peu mal, récession is coming, peut-être qu'on va commencer à baisser les taux, ce genre de conneries, et avoir derrière une descente TADA, au moins jusqu'à ce qu'on ait le point d'inflexion et une impression monétaire extrêmement favorable, auquel cas il faudra vraiment se repositionner sur nos indices à risque. Okay, pour l'instant, ce qui me fait penser ça, c'est que pareil, on a un gold qui vient chercher des zones de survente. Alors lui, alors pourquoi? Parce que tous ceux qui sont sur les indices à risque, etc., basculent sur du gold pour se protéger. C'est pour ça que tu as de l'or qui monte comme ça. Il va vraiment falloir surveiller les divergences. On commence à les avoir, mais si derrière tu as récession, impression monétaire, etc., et que tu as un gold qui commence à te faire un M-top et qui commence à dégueuler ici sur le RSI, alors on aura probablement une fenêtre de tir pour ceux qui ont du gold, mais je pense que vous n'êtes pas nombreux à le faire, vendre son gold, passer sur les indices, et pour les autres, prendre de l'USDT, prendre vos euros, vos dollars, et passer sur des indices seulement quand on aura une impression monétaire extrêmement favorable et des risques de récession qui seront réels, hein, c'est-à-dire avec une belle correction des indices. Voilà, je pense que c'est des opportunités qu'on va avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est toujours ce que j'ai en tête. J'ai fait une vidéo en mars dernier, pas en mars dernier, je te dis n'importe quoi, en août dernier, pour t'expliquer que, à mon avis, à mon sens,
On est obligé de passer par une récession ou par une correction générale des marchés. C'est comme ça qu'on amorce des nouvelles dynamiques haussières. C'est pour ça que sur Bitcoin, on n'a pas eu d'euphorie. On n'a pas vraiment eu d'euphorie, hein. Sur le Total 3, on n'est pas venu chercher des ATH, etc. Et je pense que ça peut... On peut trouver les niveaux d'euphorie quand on a des impressions monétaires extrêmement favorables. Voilà. Donc, tu as le topo. Je pense que dans la semaine, je vais te faire une autre vidéo. J'en ai une sur Ether, j'aimerais bien t'en faire une sur Ether. J'en ai une sur la macroéconomie, j'aimerais aussi te faire ça, t'expliquer pourquoi je pense qu'on peut avoir une récession et t'expliquer les données macroéconomiques. Et puis sinon, je te retrouve demain. Je te souhaite de passer une excellente journée, une bonne semaine aussi. C'est la première vidéo de la semaine que je fais. Et puis je te retrouve demain. Ciao.